quand on veut, non, pardon, quand on peut, on veut. Justement. Attention à la nuance. Et oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh ben, quand on veut, on peut. C'est très facile de dire ça. Ouais. Quand on a tout à dispo et qu'on a toute la vision devant soi. Ouais. Donc on a tout le loisir de choisir. Quand on peut, on veut. C'est surtout, est-ce que ton mental va t'autoriser à le faire? Parce que pouvoir, c'est s'autoriser. Okay. S'autoriser, c'est la première marche vers la réussite. Je m'autorise à réussir. Je m'autorise, à me voir plus grand. Je m'autorise. Et ça, qu'on soit dans le sport, ou dans la vie professionnelle, ou dans la vie tout court. Je m'occupe de sportifs, mais je m'occupe aussi de cadres en entreprise. Donc ça vaut pour tout. C'est pour ça que j'aime cette phrase, parce que c'est OK, on veut, mais est-ce que tu peux? Est-ce qu'au fond de toi, tu t'es autorisé à aller chercher cet objectif? Je dis ça pourquoi? Parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé de déjà philosophiquement, elle me plaît cette phrase, que vraiment je pense que s'autoriser, c'est la clé. Et tu vois, là en ce moment, je travaille avec un sportif et donc on discute, on essaie de creuser et tout. Et je lui dis, mais ton objectif, je lui dis, est-ce que tu peux formuler ton objectif? Il me dit, non, je peux pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est arrogant. Ok. Et puis, faut pas, c'est pas bien. Mais c'est pas bien de quoi? Tu t'autorises pas. C'est le manque d'humilité? Il me dit, c'est arrogant. Okay. Mais en fait, si tu t'autorises pas toi, quelque part, ton corps, il va pas pousser. Et il me dit, je m'entraîne 7 jours par semaine, 7 fois par semaine, mais j'arrive pas à aller plus loin. Mais en fait, t'arrives pas à aller plus loin parce que t'as pas défini ton objectif et tu t'es pas autorisé à y aller. Donc en fait, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas. Donc autorise-toi, toi, ensuite le reste suivra. Surtout qu'il a les jambes, il a tout ce qu'il faut, ces entraîneurs comprennent pas. T'as les jambes, en fait, t'es un athlète, et lui disent, et c'est très vexant pour lui, t'es un athlète d'entraînement, mais pas de compétition. C'est moche quand tu dis ça à quelqu'un. On entend souvent ça, ouais. C'est affreux. C'est affreux. Donc voilà, quand on peut, on veut. Quand on s'autorise, là, on peut vouloir aller chercher les choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Citizencast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sonia Perron, préparatrice mentale, qui accompagne des sportifs de haut niveau, comme tu nous l'as dit, mais aussi, tu travailles aussi avec des cadres d'entreprise. Ouais. Tu as un parcours assez fascinant. Tu as travaillé pendant 15 ans chez Microsoft, Meta et Avast Digital. C'est ça, je me trompe pas. Avant de tourner vers la préparation mentale, comment tu t'es retrouvé dans ces entreprises? Comment je me suis retrouvée dans ces entreprises? Ouais. Ah, qu'est-ce que tu as fait C'est intéressant comme question. Qu'est-ce que j'ai fait comme formation? Comme parcours pour te retrouver chez eux et ensuite te tourner vers la préparation mentale? Écoute, c'est un parcours. C'est marrant que tu me poses cette question. J'avais pas vu venir celle-là. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est passé par des rencontres et des opportunités pour Avast Digital. Ok. Donc en fait, c'est ça. Moi, j'étais pas du tout destinée à aller dans le digital. Je faisais des jobs. Le digital, c'était pas mon. J'ai découvert le digital à travers en fait, je faisais de l'intérim dans une boîte à la compta. Ok. Ouais, à la compta. Il y a très très longtemps de ça. Et en fait, je récupérais les impayés dans une boîte une régie pub, mais à l'ancienne. C'était de l'affichage. De l'affichage en centre-ville. Vraiment les trucs. Et en fait, je faisais de l'intérim à cette époque. Et ça remonte, hein. Oh là là. Et donc je récupérais des impayés, machin et tout. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des agences médias. Okay. Donc je travaillais avec les agences médias, j'essayais de récupérer les sous. Et puis comme je suis très curieuse, j'ai commencé à creuser un peu. Mais c'est quoi les agences médias? Mais c'est quoi? Et donc je commence à creuser cet univers-là. Et je me rends compte qu'il y a aussi des agences médias digitales. Et là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a l'air trop bien. Et mon contrat s'arrête, de l'intérim, tu vois. Okay. Et là, je dis, non, je lâche pas. Je retourne pas en intérim
Je veux rentrer dans le digital, dans une agence digitale. Donc, je creuse, je commence à découvrir le monde des agences et tout. J'envoie mon CV, qui n'avait strictement rien à voir avec le parcours classique, ouais. école de commerce, machin. Et puis ça marche. J'ai mis 6 mois ou 7 mois. Ouais. Ça marche. Je rentre chez Havas Digital. Très bien. Écoute, j'avais presque 30 ans déjà à l'époque. Ok. Donc déjà, j'étais plus vieille que la moyenne, tu vois, qui sortait d'école. Je recommence, mais tout en bas de l'échelle, j'étais chargée média. Et donc, voilà, je commence, j'écouvre l'univers, les annonceurs, le digital, machin. Et ça se passe pendant 3 ans. Et ça marche super bien. Ça marche tellement bien qu'après, j'ai Microsoft qui me propose un job. Ok. Donc, à la régie. Ouais. Et là, c'était parti, quoi. C'était, tu vois, je rentre dans cette boîte, je parlais pas un mot d'anglais. Mon anglais était loin du lycée. Comme beaucoup. Je me cachais quand il y avait des réunions et des calls en anglais. J'étais toujours aux toilettes. J'étais jamais là. Quand il fallait que je parle, j'étais jamais là. Ouais. Donc un jour, on me dit non, mais bon, moi, mon anglais. Bah, fallait le dire. Allez. Formation. Et du coup, finalement, au bout de 8 ans, bah, j'ai hyper progressé, hyper évolué, et j'ai un top job, et c'est super. Et puis, au bout de 8 ans, bah, c'était l'apogée de Facebook. À l'époque, ça s'appelait pas Meta, ça s'appelait Facebook, qui recrutait, qui avait racheté les boîtes, qui recrutait à fond en France. Facebook m'appelle. Ah, c'est eux qui t'ont appelé? J'y vais. Ok. La recruteuse, elle m'appelle. J'y vais. Et là, écoute, ça se passe très bien. Après, ça dure 4 ans. Beaucoup de réorg. J'ai appris énormément. C'est quand même Facebook, c'est quand même Meta, c'est quand même une boîte extraordinaire, c'est quand même incroyable. Réorg en réorg. À la fin, je me retrouve sur des jobs qui me conviennent pas forcément. Et je décide de partir pour reprendre mes études. Là, j'ai 41 ans. Challenge. Et je dis, bon, quitte à reprendre mes études, on va aller se frotter à un truc un peu sympa. Ouais. Et je pars faire là où je rencontre Gérald d'ailleurs, parenthèse. Je fais un master en management stratégique d'information technologie. Donc là, je me retrouve avec plein de geeks. Ouais. Et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup appris. Ça m'a donné un peu un peu de l'organisation, un peu de rigueur, un peu tout ce que j'avais pas. Donc ça, c'était très sympa. Et donc c'était très chouette. Et toujours avec cette curiosité, parce que ça m'a jamais quitté. On a des mémoires à travailler. Et là aussi, une super période de ma vie, c'est que le mémoire que je dois faire, donc une thèse pro, je le fais à l'époque, c'était là aussi, on n'en entendait pas encore trop parler, c'était juste avant l'explosion, mais avant que ça retombe, c'était les réalités virtuelles augmentées. Okay. Et donc, je fais une thèse sur les réalités virtuelles augmentées dans la muséographie. Alors là, je m'éclate parce que j'utilise tout mon réseau pour aller travailler avec les musées, avec les boîtes de prod de jeux de VR. Enfin bon, je m'éclate. Je suis diplômée, 2020, c'est génial. Je me dis, je retourne dans la tech, Covid. Ouais. Covid. Donc là, je me dis, bon. Moins d'opportunités. Rien du tout. C'était complètement gelé. Et donc un peu deg quand même. Et puis après, je me dis bon, de toute façon, il se passe rien et il va pas se passer grand chose d'ici quelques mois. Donc j'en profite pour aller me former encore et toujours. Mais cette fois, pas dans un but pro, mais vraiment dans un but personnel, tu vois. Et je commence à me former sur tout ce qui est développement personnel. Je commence par l'hypnose parce que voilà, ça m'intéressait. Je regarde maître praticien, je monte le truc. Non, c'est bien. Bon, allez, PNL, je fais de la PNL. Puis après psychologie positive, communication non violente. Et puis de fil en aiguille, tout ça c'est en quelques mois. Et de fil en aiguille, préparation mentale. Je me dis mais en fait ça a l'air pas mal ça. Je retourne à l'université à Paris-Saclay, au STAPS. Et je me forme en préparation mentale. Et là, la claque. Pourquoi? Parce que c'est génial. Parce que ça devrait être enseigné à l'école. Parce que t'as du coaching partout. On t'apprend tes forces, tes faiblesses, qui tu es. Bien sûr, c'est important de savoir qui t'es pour savoir où tu vas, évidemment. Mais le passage à l'action est compliqué. Préparation mentale, c'est le passage à l'action. C'est la visualisation. C'est déterminer ton objectif. C'est on y va, c'est parti.
Et ça, j'adore. Je suis quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire des choses, pas se regarder le nombril pendant des années à se dire mes forces, mes faiblesses. Non, non, on y va. Et je me dis, mais attends, en fait, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ensuite, j'ai ouvert mon cabinet, je commençais à travailler avec des gens et je suis là. Voilà. Et donc, tu disais que ce qui t'a attiré, c'est le fait que ça challenge un peu ta zone de confort. On peut dire ça comme ça? Ouais. En fait, là, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais en fait, quand je suis devenue préparateur mental, moi, j'ai été formée dans la préparation mentale en vue de travailler avec les sportifs. Ouais. Donc ça, c'était la théorie. Et sur la technique d'optimisation de potentiel, où là, c'était avec l'armée, c'était gestion de stress intense avec des militaires, la police, GIGN, tout ça. Ouais. Et donc, en théorie, j'étais formée. Un peu de pratique, mais en théorie, j'étais formée. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler assez rapidement avec des gens du monde de l'entreprise. Et notamment des gens du monde de la tech, puisque c'était mon réseau premier. Ouais. De fil en aiguille, bouche à oreille, c'était vraiment des gens de la tech. Et j'osais pas me frotter aux sportifs. Pourquoi? Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Ok. C'est dingue. Ouais. Moi, j'étais formée pour ça. Ouais. Je travaille avec des gens qui ont le syndrome de l'imposteur et on arrive à gérer ça sans problème. Ouais. Cordonnier, quoi. J'ai dit non, moi je peux pas travailler avec les sportifs. Je suis sportive mais du dimanche quoi. Ouais. C'est gentil, je suis pas sportive de haut niveau. Enfin, quelle légitimité j'ai à travailler avec ces gens-là? J'y allais pas. Et jusqu'au jour où j'ai eu une opportunité de prendre en charge une athlète, où là je pouvais difficilement dire non. Je dis bon allez, j'y vais. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et le fait que justement je sois pas sportive de haut niveau, en fait, ça la soulageait. Elle était comme dans une bulle. Enfin, ça l'a vraiment soulagée parce qu'elle a, en fait, la première athlète de haut niveau que j'ai eue, c'était une athlète de haut niveau de pentathlon moderne. Donc c'est 5 disciplines. Ouais. Donc c'était course, nage, tir, escrime, équitation. Ouais. J'ai reçu Alexandre Henrard, qui a été, je crois, plusieurs fois champion du monde. Ou vice-champion du monde de pentathlon moderne. Il est à La Réunion là actuellement. Tu vois un peu le niveau. Ouais. Exactement. Et en fait, ça veut dire des coachs déjà elle en avait 4. Elle était entourée et puis il y avait l'INSEP. Enfin, donc avoir quelqu'un avec qui discuter qui n'était pas du sérail, qui était on va travailler sur ton mental, on va travailler sur tes objectifs, mais sans être complètement dedans. Ouais. Tu dois faire ça, mais plutôt être dans l'écoute. Ok, où est-ce que tu veux aller? C'est ça. Ok, t'es suffisamment grande, tes objectifs, tu le connais. Moi, ton chrono, c'est pas moi qui vais te dire que t'as le chrono. Ouais. Toi, tu travailles sur d'autres aspects. Je travaille sur d'autres aspects et ça lui permet à elle de réfléchir autrement aussi. Ça a cartonné. Ça a cartonné parce qu'elle était sortie de l'INSEP. Ensuite, elle est potentiellement là, elle va y retourner. On avait travaillé sur un podium, elle a eu le podium. Donc en fait, ça s'est hyper bien passé. Elle a atteint ses objectifs. Elle a atteint ses objectifs. Et on va continuer parce qu'il y a encore d'autres objectifs là à la rentrée. Et du coup, moi, moi aussi, ça m'a fait du bien aussi. Faut l'ancrer, des petites victoires où tu dis, ok, je peux le faire en fait. Ouais. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Et puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres sportifs qui sont venus me voir, mais c'est vraiment elle le déclencheur. Concrètement, en quoi ça consiste, la préparation mentale? La préparation mentale, c'est une méthodologie. C'est une boîte à outils. C'est des outils qui vont te permettre d'accompagner historiquement, traditionnellement, la préparation mentale, c'est ça. D'accompagner un athlète dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, en général, dans la compétition. Après, il y a des préparateurs mentaux qui travaillent aussi avec des loisirs, ils veulent juste, mais dans l'atteinte dans la compétition. Et en fait, de la même manière que tu vas avoir un coach physique, tu vas avoir quelqu'un qui va travailler avec toi sur la partie mentale, sachant que pour aller atteindre tes objectifs, il faut travailler sur les deux aspects. Ça se fait de plus en plus, c'est hyper important. Et en fait, l'idée c'est d'utiliser différentes techniques. Il y a des piliers qui sont de toute façon indispensables et que tous les préparateurs mentaux vont utiliser, qui vont être la respiration, la relaxation, la visualisation, le discours interne. Où là, t'es plus dans comment tu te parles finalement. Ouais. Ça c'est hyper important. Tout l'aspect cognitif. Et donc c'est ça la préparation mentale. C'est vraiment accompagner la personne à atteindre de ses objectifs. Historiquement, est-ce qu'on sait à partir de quand
les sportifs de haut niveau ont vraiment commencé à s'intéresser à la préparation mentale? Bah, ça fait quelques années déjà, mais Ouais. c'est les États-Unis, les Américains qui ont commencé. C'est les précurseurs? C'est les précurseurs. Ok. Ça arrive en France de plus en plus. La l'INSEP a vraiment pris en main ça. Il y a tout. Avant, l'aspect mental était dans le bâtiment infirmerie. Ouais. C'était médical. Ouais. Non, maintenant, ça fait partie du département performance. Ok. Donc déjà ça, et ça fait pas très très longtemps. Donc déjà ça, c'est un indicateur fort. Ouais. On l'intègre dans la performance. Le mental, ça fait partie de la performance. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est essentiel? Oui, parce que le corps et l'esprit, ça marche ensemble. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, avec l'exemple de tout à l'heure, c'est que si mentalement, même inconsciemment, tu ne t'autorises pas à aller chercher, à aller plus loin, ton corps, tes émotions, ton mental ne suivra pas. Il va s'auto-saboter, il va se blesser juste avant, il va pas vouloir se faire mal. Ouais. Y a plein de signes qui arrivent. Enfin, c'est le corps qui te peuvent dit te qu'il veut pas freiner. suivre. Mais pour faire en sorte que le corps suive, il faut que le mental soit avec. Ouais. Tu peux pas les séparer. C'est le corps et l'esprit. Et est-ce qu'on sait si tous les sportifs de haut niveau font appel à la préparation mentale? Alors, non. Déjà, on ne sait pas forcément. Et surtout, ça a un coût. Et en France, tous les sportifs de haut niveau ne gagnent pas forcément bien leur vie. Oui, c'est une thématique que j'ai eue. Voilà, tu as dû le... Ouais. Le voilà. financement de la carrière, c'est voilà. assez problématique. C'est un vrai sujet et ça en fait partie. Donc, y a la préparation mentale, la nutrition, enfin, il y a plein d'aspects qui sont hyper importants pour la performance, ouais. mais qui sont pas forcément exploités au maximum par manque de moyens. Ok. Et à part le sportif, est-ce que tu collabores avec les membres de son staff ou tu as affaire uniquement aux sportifs? Non, moi pour l'instant, je travaille qu'avec les sportifs parce que j'ai commencé comme ça en sachant que quand j'ai commencé la première fois, il y avait plusieurs coachs, c'était compliqué de travailler avec tous les coachs, donc j'ai travaillé avec aucun et ça se passait bien comme ça. Okay. C'était ma spécificité, c'était pas être dans le monde du sport, donc d'avoir un peu un regard extérieur. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai continué à bosser. Et mais pourquoi pas? Et tu donnes pas, par exemple, certaines clés à l'entraîneur C'est compliqué, ça. Une manière de, par exemple, si tu remarques que le sportif a besoin d'être motivé d'une certaine manière, est-ce que tu passes pas un coup de fil à l'entraîneur pour lui dire non, et joue plutôt là-dessus? Non, et c'est très compliqué parce que non. Non. En fait, tant que tu fais pas partie d'une équipe, de l'équipe du staff, ouais. c'est très délicat d'aller voir un entraîneur pour lui dire, dis donc, tu pourrais améliorer tel et tel point. Non, ça se fait pas comme ça encore. Ok. Ça se fait pas comme ça encore. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien avec la santé mentale? Oui. Est-ce que tu travailles là-dessus, toi? Les seules fois où il y a eu un vrai lien avec la santé mentale, moi j'ai redirigé parce que ça m'est arrivé 2 fois, ouais. Des cas où on a commencé à travailler, mais avant de travailler et de mettre en place, déjà on fait une espèce d'audit, tu vois, on essaie de creuser, de comprendre déjà pour savoir où on va, l'état des lieux, et 2 fois je me suis rendu compte que c'était pas le besoin, il n'était pas de préparation mentale, le besoin il était de suivi psychologique plus lourd, enfin ou en tous les cas plus approprié par rapport à différents un il y avait déjà un trauma et l'autre non, c'était tu peux pas, ça sert à rien, c'est mettre une rustine sur ça sert à rien en fait, il faut déjà traiter le fond avant de j'hésite pas à rediriger. Je suis préparatrice mentale, je suis pas psy et je suis pas gourou non plus. Donc j'aide quand je peux aider, quand c'est dans mon champ de compétences et que je sais qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais voilà, sinon, quand il y a des problèmes psychologiques, ce n'est plus de mon ressort. Ok. Et quelle technique principalement tu utilises pour la préparation mentale? Alors j'utilise des techniques classiques de préparation mentale, mais qui vont être les 4 piliers. Ce que tu nous as dit tout à l'heure. Voilà, la relaxation. Alors, ça c'est pour pouvoir se mettre. C'est les respirations dans un premier temps. Ouais. Ça, c'est hyper important. C'est les respirations, les relaxations, les visualisations et le discours interne. Donc ça, c'est les 4 piliers. Le discours interne, c'est la façon dont on se parle. Okay.
la respiration va nous permettre de mettre en place une relaxation. La relaxation va permettre à la personne d'effectuer un travail mental de qualité, donc une visualisation de qualité, par exemple. Okay. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est pas juste s'imaginer des choses, s'imaginer premier sur le podium. Non, c'est travailler sur son chrono, c'est travailler sur différents aspects aussi de cognitifs, comment je pense, comment je me perçois, qui je suis. Essayer d'être le plus objectif Possible. Arrêter de se comparer aux copains, aux copines, aux compétiteurs et aux concurrents, mais on se compare qu'à soi par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Réaliser ses progrès, célébrer ses victoires. On y ajoute de la pensée positive qui peut paraître bateau, mais qui est extrêmement importante. Il y a plein de choses en fait que j'utilise qui vont aussi au-delà de la préparation mentale, mais des techniques. Moi, je me forme en continu tout le temps, donc après je mixe un peu. À ma façon aussi. Est-ce que tu as un exemple de la manière dont il faut se parler? Oui. Comment on devrait se parler? Bien. Okay. Gentiment, positivement, avec bienveillance. Ouais. Si toi, t'es bien, comment tu peux attendre de la part de ton entourage, de tes proches, de tes relations professionnelles, de ton univers autour de toi, comment tu peux attendre d'eux qu'ils soient bienveillants et gentils avec toi si toi, tu ne l'es pas? C'est la meilleure clé, c'est de se parler comme si tu étais ton meilleur ami. Comme si ce que tu vivais, ton meilleur ami le vivait, qu'est-ce que tu lui dirais à ton meilleur ami? Plutôt que d'auto-flageller et te dire putain, je suis trop con, mais pourquoi j'ai fait ça, mais je suis bête, ça va pas. Tu sais, tu t'auto-flagelles. Ouais. Si c'était ton meilleur pote qui te racontait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Et en fait, c'est ça. C'est pas à peine de chercher trop loin. C'est cette image, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce qu'on est toujours plus bienveillant et plus gentil avec ses proches qu'avec soi-même. On est hyper dur avec soi. Et on est notre meilleur ennemi, c'est nous. Et est-ce que tu as des exemples concrets d'un travail que tu as fait avec des sportifs de haut niveau et qui ont porté leurs fruits? Oui. Eh bien, par exemple, après, c'est un ensemble de techniques. Donc, on peut pas dire c'est un ensemble de techniques. Donc, on a travaillé sur du long terme, sur les pensées, le discours interne. Et c'est même aller plus loin, c'est déjà défusionner avec ses pensées. Je ne suis pas même ma pensée. Ouais. Quand ma sportive avait des pensées dysfonctionnelles, ça va pas, c'est pas assez bien, tu cours pas assez bien, tu tires pas assez bien, alors que les résultats étaient plutôt corrects. Ouais. C'est un moment, tu défusionnes avec ta pensée. La pensée, c'est qu'une suite de mots. Nos pensées sont qu'une suite de mots, c'est de la fiction, c'est du roman. Donc, où tu crois à cette fiction, tu fusionnes avec elle et puis tu vas t'autoflageller toute ta vie, ou tu la repousses. Et ce n'est que de la fiction, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des croyances. Donc, on repousse en fait et on la détecte. Penser. Donc c'est ça, il y avait cette technique-là. Il y avait aussi de se dire, est-ce que parfois elle me disait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est deux. Et je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois. C'est d'un côté je me dis ça et de l'autre côté je me dis autre chose. D'un côté ci, d'un côté ça. Comme si certains vont dire j'ai un petit diable sur l'épaule. Enfin, chacun a son image, mais c'est toujours la même chose finalement. C'est ton mental qui tu vois. Et en fait, j'ai dit ok, dans ces cas-là, donne-lui un nom et fais-le exister. Personnalise-le. Et donc elle l'a personnalisé, c'était Germaine. Ok. C'est toujours des noms un peu old school. Ouais. Peut-être une façon de se démarquer du présent, tu sais. Et donc, elle me disait, là, Germaine, ceci, Germaine, cela. Et en fait, à force je dis, ok, mais, elle me dit, ouais, mais là, c'est Germaine, là, je suis stressée, j'ai la compète, dans 2 jours, Germaine. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, Germaine, je dis, ok, je lui dis, écoute, Germaine, elle me dit, mais comment je fais pour la faire arrêter? Je lui dis, mais Germaine, tu ne l'arrêteras jamais. Germaine, elle fait partie de toi. Donc, Germaine, tu vas te mettre en état de relaxation. Ce qu'on a appris, l'idée, c'est aussi de rendre les sportifs autonomes. Tu te mets en état de relaxation. Là, Germaine, tu vas la prendre par la main. Tu la prends par la main, tu dis, écoute, Germaine, j'ai besoin de toi. Moi, je peux pas y aller sans toi. Je sais que tu me veux du bien, donc maintenant, j'ai besoin de toi. Tu la prends littéralement par la main, l'imagination, tu la prends, et on y va, et j'ai besoin de toi. Et Germaine, elle l'a plus jamais fait chier. Parce que Germaine, elle a été rassurée sur le fait que elle voulait pas l'exclure, mais au contraire, elle voulait l'inclure. Elle voulait inclure les 2 parties d'elle-même pour arriver à son objectif.
quelque part, c'est s'autoriser dans son entièreté à atteindre son objectif. Tu vois? Et d'où elle est partie et jusqu'où elle est arrivée? Écoute, elle est arrivée là sur les championnats de France inter, c'est une fois par an à l'INSEP. Ok, Elle est arrivée sur le podium, donc 3e. super. Et elle était pas à ce niveau-là quelques mois avant. Ouais, Et là, ça y est, elle est elle fait pas les JO. ouais, Ils s'en ont pris que 2, elle est arrivée 3e. ouais. Ouais, le C'est la quota est vie. un peu serré, ouais. C'est la vie. Mais elle fait pas les JO maintenant. Mais Très l'objectif, certainement, c'est c'est Los Angeles. 2028. C'est bien parti, mais bon, 4 ans. Et voilà, plein d'objectifs en cours de route. Elle a un super niveau. On est dans l'international, c'est top. Et j'ai vu sur un post LinkedIn que là, tu travailles avec un nouveau sportif. Ouais, j'en ai 3 nouveaux là. Ouais, tu veux parler de... T'as le droit de dire les noms ou pas? Pas tous. Ok, Elle, c'est Clémence Reboisson. ok, Les 2 autres, les 3 autres, je viens juste de les prendre. Je préfère pas en parler tout de suite. ok. Là, on commence, on est en phase de découverte et j'ai découvert des choses un peu, voilà, c'est rigolo même pour moi Nouveau, ouais. de travailler sur des problématiques différentes. Là, tu vois, le post LinkedIn dont je parlais, en fait, niveau pro et donc stress. Après, c'est assez commun, hein, un stress avant la compète, puis du regret après. Je dis très bien, mais il me parle vraiment au passé puis au futur. Je dis mais ok, mais parle-moi de quand le moment présent en fait, quand tu y es. Je me souviens de rien, j'ai rien. Trou noir. Mais trou noir, mais sans pour autant être dans le flow. Ouais. Tu vois, Okay. Parce que trou noir, je me souviens pas, mais je me souviens que j'étais bien, que je survolais la course, que je sentais pas, tu vois, le flow. Là, c'est pas du tout ça. C'était très bizarre. Et quelle discipline a fait? Demi-fond. Demi-fond, ok. 1005. Okay. 1500 mètres. Et on creuse, et en fait, je me rends compte qu'il est pas du tout dans le moment présent. Mais même dans la vie. Ouais. Il me parle, mais il est jamais là. Ouais. Soit il repense au passé, soit ouais. il est dans le futur. Ouais, mais c'était très bizarre. Je dis, ah bon, écoute, d'accord. Et puis je parle avec lui et vraiment, il est pas du tout dans le même... Il survole. Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est travailler vraiment sur le moment présent. C'est donner des exercices de conscientisation. Et ça marche pour tout le monde. Je veux dire, à un moment, t'es dans le moment présent. On dit, arrête de ruminer sur ton passé. J'aurais dû. C'est fait. Donc, on avance. Et puis, arrête de projeter le futur. Ah, quand j'aurai gagné, je serai bien. Ah, la compète. Ah, quand j'aurai telle maison. Ah, quand j'aurai tel job. Ah, quand je serai riche. Ah, quand je serai ceci. Ah, vivons les vacances. Mais profite maintenant. La vie, elle est là maintenant. Tu peux avoir des projets, mais en attendant, profite maintenant. Enfin, vis maintenant. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, déjà sur la conscientisation. Et je me suis rendu compte aussi qu'en fait, il n'avait pas de vision. Ok. Il n'avait pas de vision à 5 ans, pas de vision même à 1 an. C'est juste, je veux voir, je pousse pour voir jusqu'où je peux aller. Ouais. Ouais, mais si tu donnes pas un cap, tu vois, tu vas pas pouvoir pousser trop. Enfin, c'est très, très étrange. Donc là, on est en phase de découverte, on travaille avec conscientisation, on est en train de travailler les objectifs, ta vision, parce que la vision va t'amener à tes objectifs, tu vas pouvoir les découper. Objectifs, sous-objectifs, résultats, performance, processus, puis suivre une direction, sinon ça marche pas. Dans la préparation mentale, on appelle ça une thérapie? Non. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça un programme. Je mets en place un programme personnalisé pour chaque athlète, pour chaque cadre, pour chaque dirigeant avec lesquels je travaille. Mais je fais pas de la thérapie, je suis pas psy, je suis pas gourou. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est hyper important. C'est des clients. Moi, je les accompagne à atteindre leurs objectifs, à s'autoriser à atteindre leurs objectifs. Je leur guide en donnant des techniques. C'est des techniques qui sont assez simples et qui finalement te permettent de te mettre en condition mentale adéquate, de qualité pour avancer.
Et combien de temps ça dure? Ça dépend. Ok. Ça dépend. Ça dépend. Là, j'ai des sportifs que ça fait quand même bien quelques mois et je pense que ça va durer parce que on n'est plus dans un changement, mais dans un maintien. Ok. Et une progression. Ça dure plus longtemps avec des sportifs qu'avec des cadres d'entreprise. Cadre d'entreprise, c'est assez rapide. Si, encore une fois, il n'y a pas de besoin de soutien psychologique, de thérapie, de traumatisme, pour un programme classique. Ça dépend en fait, ça dépend. Est-ce que je veux gérer mon syndrome de l'imposteur? Est-ce que je veux améliorer ma posture? Est-ce que y a plein de, est-ce que je veux être plus concentrée? Est-ce que je veux améliorer ma motivation? Est-ce que je veux atteindre mes objectifs? Comment j'atteins mes objectifs? Comment je veux tout simplement gérer mon stress? Et tu travailles avec des gens uniquement par exemple pour la concentration? Par exemple. Ça dure pas longtemps, tu vois, on va faire 2 séances, 3 séances max, parce que c'est que des techniques. En fait, je vais pas changer il y a pas de mindset à changer. Je me dis, j'ai du mal à me concentrer. Bon, déjà, on commence par des règles simples, t'évites les écrans avant de dormir, t'évites les excitants. Enfin, je veux dire, il y a la base. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Donc déjà. Et puis après, on rentre vraiment dans des techniques de respiration, de relaxation, des choses un peu, et c'est juste des techniques. Donc, la personne repart avec ses techniques, elle est contente. Ah, ça fonctionne super bien. Ah bah, c'est super. T'es autonome. C'est super. Ça, c'est pour la concentration. Après, il y a plein d'autres. Ça dépend. Et du coup, tu as plus de cadres en entreprise ou tu as plus de sportifs? J'ai de plus en plus de sportifs, parce que le bouche à oreille fait son. Mais c'est plutôt des cadres en entreprise. Et des ateliers en entreprise surtout. Ok, donc tu fais des formations. Ouais, en fait, je fais des. Alors, ou des masterclass où on va être sur des formats réduits, où on va transmettre des informations, si on a du temps, on est sur des formats un peu plus longs, là on va faire des protocoles en live, on va tester des choses ensemble ou des initiations en préparation mentale. Sinon, on peut travailler sur de la cohésion d'équipe. Sur de la confiance en soi en groupe. Ça c'est sympa aussi. Sur de la visualisation d'objectifs. Donc c'est un coaching d'objectifs, comment on définit son objectif et puis comment on visualise ses étapes et en rétroactif. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des jeux aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire en entreprise. C'est génial. Et les gens adorent parce que il y a beaucoup de parallèles avec les sportifs. Et l'entreprise, c'est comme le milieu de l'entreprise, c'est comme le milieu sportif. Genre, c'est une équipe exactement. Qui essaie d'atteindre un objectif. Exactement. Et au démarrage de ton activité, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Je t'ai dit, la première difficulté, moi, que j'ai rencontrée, c'était mon propre syndrome de l'imposteur par rapport aux sportifs. Étant formé pour et n'osant pas y aller. Ça, c'était ma principale difficulté. Après, est-ce que j'ai rencontré des difficultés en tant qu'entrepreneur pour monter son business et essayer de ressortir? Oui, mais bon, tout le monde, ça prend du temps et c'est la vie et c'est comme ça. Entrepreneurial classique. Ouais. Mais les vraies questions que je me suis posées, c'est est-ce que j'y vais ou pas, les sportifs, comment ils vont me voir, tu sais, le jugement, comment ils vont me voir, et puis les autres préparateurs mentaux, comment ils vont me regarder, ils vont se dire mais bon, bah voilà, j'ai testé. T'as pris Germaine par la main et j'ai pris Germaine par la main, ça fonctionne. Alors certains sportifs vont pas adhérer à ma façon de faire et c'est très bien, ils préféreront un ancien sportif de haut niveau et c'est très bien, et d'autres justement c'est un peu cette différence qui recherchent et c'est très bien, et on peut pas plaire à tout le monde, et voilà. Depuis que tu as commencé, est-ce que tu as constaté des avancées technologiques dans la préparation mentale? Est-ce qu'il y a de nouveaux outils? Moi, j'utilise pas. Maintenant, effectivement, dans le sport en général, il y a beaucoup d'innovations technologiques. Que ce soit, moi je trouve ça génial dans le handisport. Ça, c'est les progrès avec les nouveaux matériaux sont fulgurants, avec l'IA aussi évidemment. Il y a des énormes progrès en termes d'arbitrage aussi. C'est plus fin, c'est plus précis, mais aussi en l'utilisation de la data, dans la mesure de la performance de chaque athlète, en utilisant ses propres data et en mesurant sa progression de manière beaucoup plus fine qu'avant. Donc ça, les athlètes les utilisent. Après, en termes de préparation mentale pure,
on va avoir de la réalité virtuelle, par exemple, Okay. ou de la réalité plutôt virtuelle qu'augmentée, d'ailleurs, de la réalité virtuelle sur se mettre, par exemple, sur des sports un peu à risque, Ouais. comme le ski, l'escalade, se mettre vraiment dans des conditions extrêmes, sans pour autant risquer tout de suite la blessure. C'est il y a des choses, il y a plein de choses qui sont faites, mais ça va plutôt être moi je vois beaucoup d'améliorations au niveau des entraînements, de l'arbitrage, du handisport, enfin de manière générale. Est-ce que sur la prep mentale pure, c'est de l'humain. Ouais. C'est de l'humain Essentiellement. avant tout. C'est de l'humain avant tout. Et c'est la personne, la préparation mentale, c'est la personne avec elle-même. Et est-ce que toi, il y a des outils que tu utilises pour gérer tes athlètes, tes clients Bah, j'utilise les outils technologiques classiques, classiques. un ordinateur. Voilà. oui. Non, moi j'ai pas. Est-ce que j'utilise l'IA Non, pas plus que ça. Moi j'ai mes. Pas plus que ça. Non, moi je suis vraiment l'ancienne. Hein. Ouais. Là, je suis... Papier stylo. Ouais, presque. Mais je veux dire, c'est de l'humain. On est dans l'humain, on est dans la relation avec la personne te fait confiance, on est dans l'écoute, on est dans la transmission de techniques. Après, c'est surtout le travail, c'est pas moi qui le fais. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le travail, c'est la personne qui le fait. Moi, je suis juste guide, je te transmets. Tu lui montres comment. Exactement. La préparation mentale, c'est comme la préparation physique. Donc, si tu veux finir un marathon dans 6 mois et que tu t'as mis en place, t'as été voir un coach et il t'a mis en place un plan d'entraînement. Si tu le suis pas, forcément, tu le finiras pas. Et ben, la préparation mentale, c'est exactement la même chose. Qu'on soit du monde de l'entreprise ou qu'on soit sportif de haut niveau, si tu ne suis pas le shift, le changement, ton changement de mindset ne se fera, c'est comme un muscle. Le cerveau, c'est comme un muscle. Alors, physiologiquement, les médecins vont dire, ça va pas, ne dis pas ça. Mais on entraîne ses pensées à penser moins négatif, le biais de négativité, l'éloigner, penser plus positif. On travaille sur sa confiance en soi, on travaille sur sa mémorisation, on travaille sur sa... Tout ça, c'est des réflexes c'est des habiletés mentales. Ouais. Pour certaines personnes, enfin, c'est pas forcément inné. Et du coup, on peut les travailler. Pour certaines personnes sont naturellement comme ça, et c'est très bien pour elles. Mais toutes ces habiletés mentales, elles se travaillent. Et toi, tu les aides. Et je les aide à les travailler. Mais elles se travaillent, il y a le mot travail. Donc, si tu fais pas les exercices tous les jours ou de manière régulière, ça marchera pas. Et c'est pas moi qui vais les faire pour eux. Et justement, est-ce que tu as des conseils pour des jeunes athlètes qui pour l'instant, n'auraient pas les moyens de se payer un programme avec une préparatrice mentale? Et bah déjà, qui suivent mon LinkedIn parce que je poste pas mal de tips, de conseils là-dessus. Ouais. Notamment beaucoup sur tout ce qui est les pensées, le biais de négativité, ces choses-là. Ouais. Je répète beaucoup ça parce que c'est hyper important et que ça change la vie. Ça te change la vie. Donc déjà, travailler là-dessus. Je leur dirais qu'il faut célébrer ces petites victoires. Toujours, les petites et les grandes. Mais il faut toujours célébrer. C'est hyper important. Que l'entourage est hyper important aussi. Et que, célébrer ces petites victoires, les petites comme les grandes. Être positif. Et puis surtout, être bien conscient de ces biais de négativité. Remarquer, être conscient de la façon dont on se parle. Ouais. C'est hyper important. Être bienveillant avec soi, être son meilleur ami. Et pour l'entourage, parce qu'il y a forcément des gens de l'entourage qui nous écoutent. Ouais. Comment on doit se comporter avec un athlète de haut niveau ou un futur athlète? Faut le soutenir. Faut le soutenir dans les bons moments, célébrer les bons moments, et dans les moins bons, faut être là. Il faut toujours, tout est utile. Donc même s'il y a un échec, faut l'aider à rebondir, faut l'aider à repartir. Il faut pas accabler. Ouais, il faut être dans la bienveillance, tout simplement. Super. Tout simplement. Bon, on va se quitter là-dessus. Parfait. Merci Sonia Perron d'avoir accepté notre invitation. Où est-ce qu'on peut trouver des conseils, te suivre? Sur LinkedIn, principalement.
Ok. Sur LinkedIn, Sonia Perron, P-E-I-R-O-N. Ok. Tu me trouves. Et puis sinon, au cabinet, à Ouais. Suresnes. Ok. Et sinon, en entreprise, je travaille avec des entreprises. Donc, si les entreprises veulent me contacter, qu'elles n'hésitent pas Ouais. pour des ateliers collectifs. Ok. De toute façon, toutes les infos sont sur LinkedIn, j'imagine. Toutes les infos sont sur LinkedIn. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère à bientôt pour d'autres sujets. Peut-être que tu viendras nous reparler des résultats des Clémence. sportifs exactement que tu gères. Ouais. Et voilà. Très bien. À bientôt. Merci. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites du sport.